Là maintenant, on est content parce qu'on va pouvoir calculer. C'est-à-dire qu'on a un objet un peu abstrait qui a l'avantage par son abstraction de recueillir tous les problèmes du monde, en quelque sorte. Bon, pas tous, hein, évidemment. Euh, Alors, cet objet est abstrait, on l'a transformé en un objet concret, la matrice, et on va pouvoir faire du calcul pour... et ce calcul va raconter des choses sur cet objet. Le problème, on se rend compte assez rapidement qu'il a fallu définir des bases, et là c'est un petit peu embêtant. Euh, on, on, on dit je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, mais on peut dire aussi je ne pense qu'en cartes, c'est la faute à Descartes. C'est bien beau de calculer, mais ces histoires de base ne déterminent pas totalement F. C'est comme si, bon, vous allez pouvoir déterminer quelqu'un, une personne, un individu par son ADN, peut-être, par son numéro de sécurité sociale ou des choses comme ça oui, mais pas par les chaussures qu'il porte. Parce que les chaussures, il peut changer. Et là, des bases, on peut changer de base. Bon. Alors, comment on va faire pour sortir de ce pacte faustien? Eh bien, en regardant à partir de f, en lui assignant non pas la matrice de f dans des bases fixées, mais dans toutes les bases possibles, d'accord? Donc je fais parcourir à E toutes les bases de grand E et à petit f toutes les bases de f. Et là, j'ai un ensemble de matrices, on va dire une classe assez rapidement. C'est à ce prix-là que je vais me dédouaner de l'influence des bases. Voilà, en les prenant toutes comme ça, c'est indépendant du choix, d'accord, de base. Alors, maintenant, c'est là où on tombe sur la définition naturelle. Deux matrices vont être équivalentes si elles sont dans un même ensemble comme ceci, c'est-à-dire si elles représentent la même application linéaire, c'est-à-dire, si on veut le dire plus concrètement, A va être la matrice de F dans les bases EF, mais B, la matrice de F dans des bases E'F'. Voilà. Donc, évidemment, c'est une relation d'équivalence dont on va étudier et caractériser les classes. Pourquoi c'est une relation d'équivalence? Parce que c'est une relation qui est en gros régentée par le mot même. À partir du moment où c'est même, c'est évidemment réflexif, symétrique et transitif à cause de la réflexivité, de la symétrie et de la transitivité du mot même. Donc, ça va être une relation d'équivalence, et donc on va étudier les classes, voilà les classes, et on va les caractériser. Ça va être ça, les théorèmes importants, caractérisation des classes. D'abord, une première chose qu'on a vue, mais qu'on va pouvoir dire autrement, c'est que A et B sont équivalentes, c'est-à-dire A est sous cette forme, B sous cette forme, si et seulement si il existe P dans GLN et Q dans GLM. Alors ça veut dire P inversible, Q inversible, parce que ce sont des matrices de passage, telles que B égale Q-1 AP. Effectivement, quand on a une matrice de passage, c'est-à-dire une matrice inversible, ça nous donne un changement de base. Et inversement, quand on a un changement de base, on a une matrice de passage, donc une matrice inversible. Donc la donnée d'une matrice inversible revient à la donnée d'un changement de base à partir de bases fixées. Ici, quelques petits rajouts. D'abord, j'aurais pu me dispenser du -1 ici. Ça peut être pratique dans certains problèmes, d'accord? Parce que Q-1 peut être vu comme une matrice inversible. Le tout, c'est que Q et P, je ne suis pas en train de dire ce sont les matrices de passage. Donc à partir du moment où je ne précise pas qui sont Q et P, je peux mettre QAP. Bon. Q-1 AP, c'est parce que ça nous rappelle que ce sont des matrices de passage. Bon.
Rappelez-vous bien le moins 1 d'abord, le P après, si vous voulez que ce soit des matrices de passage, ça c'est essentiel. Ensuite, il y a des gens qui vont montrer que la relation A et B sont équivalentes est bien une relation d'équivalence par cette relation-là. Vous pouvez le faire. Par exemple, la réflexivité, il faut prendre P égale identité, Q égale identité, d'accord. Mais vous pouvez faire la réflexivité, la transitivité, la symétrie, mais ça va être du calcul pour rien. Vous voyez que quand on se met, au lieu de se mettre au niveau des matrices, on se met au niveau des applications linéaires, c'est beaucoup plus rapide. D'accord? Vous dites, il y a le mot même, c'est fini. Bon, donc ça c'était important. Alors maintenant, on dit on va étudier, maintenant on va caractériser les classes. Ça c'est important. Alors maintenant, on va définir le rang de A. Le rang de A, c'est la dimension de l'espace im de A. Im de A, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de A. Bon, ça c'est assez clair quand on voit A canoniquement comme un endomorphisme de Kn dans Km. Maintenant, ce rang, hein, on va voir qu'il va jouer un rôle fondamental, hein, comme il joue en algèbre linéaire, il va le jouer dans les matrices. C'est-à-dire que A et B sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang. Alors, notez qu'il y a un lien entre le rang de A et le rang de F. Ce lien, il vient tout simplement du fait que les colonnes de A, c'est les images de la base, et donc im de A, sauf que im de A est vu dans Km, bah, il est de même dimension que im de F, et im de F, il est vu dans grand F. Mais grand F, grâce à la base petit f, est assimilé à Km. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si A et B sont équivalentes, alors elles ont même rang, puisqu'elles codent la même application linéaire, petit f, donc c'est le rang de petit f. Maintenant, c'est la réciproque qui est un petit peu plus difficile. Allons-y. On suppose que A et B ont même rang, il faut montrer qu'elles sont équivalentes. Évidemment, il est hors de question d'essayer de trouver P et Q. On a beau être un super calculateur, ce sont des choses trop énormes. Faut faire attention au mirage du calcul, hein, quand même. Donc il faut aller transposer ça là-dedans. Donc je vais prendre petit f. Je vais montrer en fait que si A, c'est la matrice d'un petit f, comme c'est ici, d'accord? Et bien A est équivalente, donc je mets comme ça équivalente, à cette matrice. D'ailleurs, je l'appelle I indice R, bon, on lui donnera un nom plus tard, hein, c'est I indice R, bon, quelque chose. Alors c'est une matrice rectangulaire, hein. Je pars de 1 en haut à gauche et je mets des 1 comme ça en diagonale. Alors c'est pas tout à fait une diagonale, hein, c'est une diagonale par rapport à ça, parce que ça c'est rectangulaire, c'est pas carré. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein. Je vais de 1 à droite et 1 en bas, 1 à droite, 1 en bas, à partir de tout en haut et tout à gauche. Et là, je vais en mettre R, c'est-à-dire exactement le rang de F, qui est aussi le rang de A. Et maintenant, je vais montrer que A est équivalente à cette matrice-là, ce qui va faire que comme B a même rang que A, ben B va avoir pour rang R, et B va être équivalente aussi à cette même matrice, et donc, par transitivité de l'équivalence, ben A va être équivalente à B. Donc il suffit de montrer que A est équivalente à ça. Donc on y va, on attaque ker F. Ker F, d'après la formule du rang, est de dimension n-r. Donc je peux trouver une base qui va être de la forme E'(R plus 1 jusqu'à E'(n). Effectivement, là, hein, la loi des intervalles, ça fait qu'il y en a bien n-r. Et cette base est forcément une partie libre de E, et je vais la compléter en une base de E. D'accord? Donc ça,
c'est une base de E. Maintenant, je vais regarder f de E'1, f de E'R, donc les R premiers, et je vais regarder une combinaison linéaire nulle de cette famille. Alors, par linéarité de f, je peux l'écrire f de la combinaison linéaire est nulle. Donc ça veut dire que l'élément, la combinaison linéaire des E'I correspondant I de 1 à R est dans le noyau, mais c'est aussi dans la famille, dans le sous-espace engendré par E'1, E'R. Mais comme ça, c'est le complété d'une base de Ker F, ben ça, ces deux sous-espaces sont supplémentaires. On n'a pas besoin de temps, ils ont juste une intersection nulle en fait. Et ben, il y a une intersection nulle, donc cette combinaison linéaire est nulle. Et ce qui veut dire, comme E'1, E'R fait partie d'une base, elle est libre, et donc les lambda i sont nuls. Ce qui veut dire que les f' de E'I, de 1 à R, bah, ça forme une partie libre. Une partie libre de quoi? Évidemment, une partie libre de l'image, hein, puisqu'on est dans l'image, grand F. Et bien donc, cette partie libre, on va la compléter en une base de F. Voilà. On a construit deux bases. Celle-là, on va l'appeler F'. Donc, une base E' et une base F'. Regardons ces bases. Et bien maintenant, vous voyez, les E'1, E'R sont là. Les E'R plus 1, E'N sont là. Maintenant, vous voyez, on comprend ça, puisqu'il n'y a que des zéros, puisqu'ici c'est le noyau. Maintenant, E'1, son image, c'est f de E'1, évidemment, par f. Et bien donc, ici, d'accord, on va avoir un 1, puisque f de E'1, c'est le vecteur qui est là. Donc les f de E'1 jusqu'à f de E'R, ils sont là. Donc à chaque fois, on va avoir un 1 là, comme pour la matrice identité, hein, si vous voulez. Voilà. Ce qui veut dire que cette matrice-là, voilà, c'est terminé après. Cette matrice-là, c'est la matrice de petit f dans les bases E' et F'. Ce qui veut dire que A et cette matrice codent bien, représentent bien la même application linéaire f, dans des bases différentes évidemment, et donc elles sont équivalentes. D'accord ? Voilà, elles sont équivalentes et on a montré le théorème, c'est terminé. Alors maintenant, évidemment, il reste à savoir faire du calcul de rang. Bon, ça on ne le verra pas dans ce cadre-là, je vous laisse le regarder, c'est vraiment des techniques et des algorithmes. Il y a un algorithme qui permet de calculer le rang. Cet algorithme, vous le connaissez, c'est l'algorithme du pivot de Gauss, c'est-à-dire qu'à partir d'une matrice, on fait des manipulations sur les lignes et les colonnes, des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, et à partir de ces... à la fin, on compte le nombre d'éléments non nuls qu'on va avoir sur une certaine diagonale, et ça va nous donner le rang. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus efficace que si on voulait montrer que A et B sont équivalentes, en cherchant explicitement à résoudre cette équation qui est absolument monstrueuse. Voilà. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de